Après avoir reçu quorum, nous allons recevoir aujourd'hui 4 gérants de SCPI pendant 15 minutes chacun. Et comme vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants sur la rubrique à droite. Avec Nicolas, on va reprendre vos questions et interroger les intervenants, les gérants. On commence par toi, Jean-Christophe, qui est le président de Attente Voisin. Donc, en 15 minutes, on va t'écouter, échanger, savoir comment le groupe Attente Voisin a réagi à la crise, comment les véhicules se comportent. Et évidemment, ce qui intéresse à la fois les clients, les consultants du cabinet, c'est savoir l'impact sur les dividendes et sur le prix de la part. Donc, est-ce qu'on peut faire en 15 minutes, c'est rapide, mais au moins avoir une vision assez synthétique de comment vous gérez la crise actuellement et comment vont se comporter les véhicules. D'accord. Bon, 15 minutes, c'est court. Alors, on va essayer d'aller vite. Déjà, un premier rappel. Un plan de voisin, c'est 3 SCPI. Une seule SCPI en capital variable, Épargne-Pierre, plus d'1,2 milliard de capitalisation à aujourd'hui. Répartition, on va se focaliser surtout sur celle-ci, puisque les autres ne collectent plus et ont fermé leur augmentation de capital. Donc, Épargne-Pierre, la répartition, c'est globalement 72% de bureaux et d'activités. On a à peu près 3% de commerce alimentaire, donc non frappé par la fermeture, et 25% de commerce. Ça représente environ, avec les acquisitions qui ont été faites, 200 actifs, et ça va représenter 500 locataires. Donc, il y a une forte mutualisation au niveau locataire et au niveau actif. On va prendre tous les aspects de la SCPI. Alors d'abord, première chose, la collecte. La collecte continue malgré le confinement. Donc le plan de continuité d'activité a été activé. Toutes les équipes de voisins travaillent. Et je pense que c'est le cas aussi pour vous. On travaille quasiment plus en confinement qu'en règle, qu'en mode normal. Tu peux nous rappeler la collecte 2019 et du coup les collectes des premiers mois de l'année, janvier, février, mars, avril, du coup comment ça évolue comparé par l'année dernière? 2019, Épargne-Pierre, c'était 400 millions et au premier trimestre, c'était 130 millions. Et premier trimestre 2019, la collecte d'Épargne-Pierre est de 150 millions. Uniquement pour Épargne-Pierre, donc on est en progression par rapport au premier trimestre 2019. Alors, à prendre avec précaution, puisqu'il y a un effet d'inertie sur le premier trimestre, ce confinement a eu lieu le 12 mars. La tendance aujourd'hui que l'on voit, c'est que sur avril, Épargne-Pierre a collecté 25 millions. Donc, on est à moins 30, moins 40% par rapport à une collecte normale, ce qui se comprend, puisque notre réseau de distribution, c'est essentiellement des CGP. Et pendant cette période de confinement, les CGP ne peuvent pas rencontrer leurs clients ou c'est difficile de rencontrer les clients. Donc ça, c'est la première chose sur la partie collecte. Partie investissement, les investissements continuent. Il y avait des investissements engagés. Alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de cette partie du confinement et de la crise que l'on vit. C'est que les acquéreurs vont retrouver un pouvoir de négociation qu'ils n'avaient pas auparavant, puisque la manche de la cognée était plutôt du côté des vendeurs. Aujourd'hui, on retrouve des marges de négociation. Donc, ce qui avait été engagé, on a pu renégocier certaines conditions, notamment des conditions concernant des garanties propres au paiement des loyers des locataires en place. Ça, c'est sur les acquisitions réalisées. Et puis des renégociations de certains prix des acquisitions. Donc globalement, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les acquéreurs qui seront en liquidité et en cash seront capables de réaliser de meilleures affaires. C'est comme en 2008, alors, cash is king, alors pareil. Alors l'ajustement des prix va se faire progressivement, mais je vais vous donner un exemple. On est en train de négocier un deal assez important avec une entreprise qui travaille dans le médical. Alors c'était juste après le confinement, avec un bail de 9 ans ferme, et on va avoir un taux qui va être en augmentation de 50 à 80 points de base par rapport à ce qu'on traitait auparavant. Donc ça, c'est la partie investissement. Maintenant, on n'a pas de problème sur l'investissement. On va attendre aussi, on va saisir uniquement les opportunités. On va être attentif sur le marché parce qu'on pense que le marché va se corriger avec le renchérissement du crédit. Donc la prime de risque sur l'immobilier va augmenter, ce qui est une bonne nouvelle. Elle était déjà très élevée, elle risque d'augmenter, sachant que l'OAT 10 ans est dans un territoire négatif aujourd'hui.
Ça, c'est sur la partie investissement. Après, on va parler de l'impact sur les dividendes, c'est ce qui vous intéresse effectivement. Dans cette crise, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord un impact immédiat sur la première partie de la segmentation et de la typologie des actifs. Aujourd'hui, les locataires qui sont les plus touchés sont ceux qui sont frappés par l'arrêté de fermeture, c'est-à-dire les commerçants en priorité. Donc aujourd'hui, il y a eu vous avez vu ce qui a fait scandale en Allemagne n'a pas fait scandale en France, puisque en Allemagne, les commerces, doivent payer et étaler leur loyer sur 2021 et en 2022. En France, c'est pas le cas. Il y a eu une grosse campagne de presse. Après, ce qui se passe est assez dur et assez violent sur les centres commerciaux entre les bailleurs et les preneurs. Nous, on n'est pas sur des centres commerciaux. Ce qu'on constate, c'est que les grandes enseignes, Decathlon, Maison du Monde, Jiffy, Chaussea, Besson, demandent une annulation de loyer. Donc, globalement, aujourd'hui, nous, les demandes d'annulation représentent 5,15% des loyers. Les grands groupes demandent une annulation et pas un report. Bien sûr, annulation de loyer. C'est toujours la tendance, c'est que les plus grosses enseignes demandent une annulation de loyer de 2 mois, voire 3 mois. Ça, c'est la règle générale. Les petits commerçants sont beaucoup moins agressifs et on arrive à trouver des accords avec eux qui soient équilibrés. Le message qu'on a beaucoup de mal à faire passer aux enseignes, on a trouvé quelques accords effectivement où il y avait une annulation d'1 mois de loyer et un report d'1 mois. Donc ça, on a pu trouver quelques accords avec certaines enseignes pas françaises, des enseignes étrangères, notamment néerlandaises, où ça a été acté. Mais effectivement, on a un gros combat avec les enseignes. Après, il y a un bras de fer aujourd'hui, puisqu'elles n'ont pas le droit l'annulation, c'est un accord entre les parties. Alors, on peut annuler des loyers parce qu'on va prolonger le bail, parce qu'on va sécuriser la durée. Donc ça peut arriver. Et aujourd'hui, le bras de fer, c'est on attend de voir comment rouvrent les magasins et si la consommation est au rendez-vous. Elle l'est pour certains. Moi, personnellement, j'ai appelé certains grands groupes et certaines grandes enseignes personnellement pour avoir leur tendance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Okaidi, aujourd'hui, est une enseigne alors, qui est particulière parce qu'elle est logée sur le créneau de l'enfant. Donc, il y a eu une rétention de consommation pendant ce confinement. Mais la tendance aujourd'hui qu'elle voit après 3 semaines d'ouverture en Allemagne, c'est une baisse de son chiffre d'affaires de 10%. Donc, globalement, c'est pas une baisse de 30 ou 40%. Donc, ça sera à voir secteur par secteur. Le prêt-à-porter sera peut-être un peu plus touché. Les enseignes sportives seront sans doute moins touchées, etc. Donc, on gère au cas par cas. Mais effectivement, l'impact immédiat, c'est l'annulation ou le report de loyer qu'il peut y avoir. Et des annulations, il peut y en avoir effectivement. Mais là, il doit y avoir une contrepartie. Ça doit être équilibré. Ce qu'on rappelle aux enseignes, c'est que les SCPI ont distribué 2,5 milliards de dividendes. Et ces 2,5 milliards de dividendes, c'est bien du pouvoir d'achat qui est donné aux particuliers qui vont consommer. Bon, elles ont un peu du mal à l'entendre. Après, il faut vérifier si elles ont eu un prêt garanti par l'État, les mesures de chômage partiel qu'elles ont mis en place et l'analyse du compte de résultat. Quel est l'état d'encaissement des loyers au T2 ? Donc, je vois apparaître la question. Donc aujourd'hui, le taux d'encaissement d'épargne-pierre au T2, sachant qu'il y a des loyers qui sont payables mensuellement, il y a beaucoup d'accords qu'on a trouvés pour des paiements qui vont intervenir au 15 mai, au 1er juin. On est à 53%, sachant qu'on était à la même époque, c'est-à-dire si on se place au 11 février 2020, pour avoir une comparaison, on était à 68%. Donc, on a une baisse globalement à peu près de 15% du taux d'encaissement. Il y a beaucoup aussi de locataires qui vont se mettre à jour. Donc, globalement, je pense qu'on va être à 75% de taux d'encaissement avec peut-être des reports, mais globalement, on aura ce taux d'encaissement, je pense. Donc là, on y verra plus clair. Là, on est en train de travailler sur les accords pris, parce que là, c'est le taux d'encaissement, c'est vraiment ce qui a été encaissé. Et puis, il y a des accords qu'il faut intégrer puisque le paiement va avoir lieu. Donc, on va travailler pour voir l'atterrissage de la compte du 2e trimestre qui sera en baisse, mais effectivement pour le mesurer. Et ça, on veut le communiquer assez tôt. Donc ça, c'est l'impact immédiat.
Après, il y a l'impact différé. Alors, je réponds en même temps à la question sur le télétravail. Ça m'amuse un peu, ça. Hein. C'est un effet de mode. Je vous rappelle que le télétravail, il y a à peu près 10 ans, on disait que ça allait inonder le marché et que tout le monde allait être en télétravail. Alors, effectivement, on n'avait pas vécu une crise sanitaire. Le télétravail, c'est un avantage. On a vu que ça pouvait marcher. Vous avez sans doute vu que Peugeot, aujourd'hui, veut mettre tout le monde en télétravail. Donc, c'est une première démarche. Il y a plusieurs contraintes. Nous, on travaille sur un marché où l'information et l'échange d'informations est très important. Donc, c'est important de travailler ensemble. Et ça, les bureaux le permettent d'avoir cet échange d'informations et de monter de nouveaux projets et de travailler en commun. Et puis, on l'a vu pendant cette période de télétravail, même si on a limité nos collaborateurs de venir au bureau pendant cette période du mois de mai, beaucoup voulaient revenir et effectivement, on les a freinés. Pourquoi beaucoup voulaient revenir? Quand, d'une part, vous travaillez chez vous dans la cuisine ou dans le salon avec des enfants, c'est pas forcément ce que vous souhaitez toute la journée, c'est pas la concentration maximum. De plus, il peut y avoir des demandes en cas de télétravail, c'est-à-dire la personne que vous allez mettre en télétravail à un moment donné, elle va vous dire attendez, mais moi, il me faut une pièce consacrée à mon télétravail. Donc, vous allez m'indemniser, vous allez m'accorder un loyer pour la pièce que je consacre. Donc, l'entreprise, est-ce qu'elle va payer pour le télétravail? Ça, c'est à voir. Et d'autre part, effectivement, ça va poser le télétravail ou l'organisation des espaces. Aujourd'hui, les espaces très densifiés ne pourront pas exister. Effectivement, il y aura des dédensifications des postes de travail, donc ce qui amènera de la consommation de bureaux. Donc, je suis très réservé sur ce télétravail qui pourrait annuler la consommation de bureaux. Moi, je suis après l'impact différé qu'il va falloir regarder. Et l'interrogation, c'est la vigueur de la reprise économique. Parce qu'il peut y avoir un impact différé. La crise sanitaire, on ne connaissait pas, on l'a jamais connue, on ne connaissait pas les effets que ça pouvait avoir. La récession économique, on connaît ses effets. La récession économique, c'est un gel des investissements, un gel des embauches, et effectivement, donc des licenciements qui peuvent arriver, des sociétés qui vont être plus en difficulté, avec moins de bénéfices, voire des pertes, donc des défaillances d'entreprises. Donc ça, c'est, comme on parle de la deuxième vague, ça va être la deuxième vague éventuelle, mais ça sera à gérer en fonction de la reprise économique. Si la reprise est là, Jean-Christophe, je vais te couper parce qu'il reste 2 minutes. Et du coup, je sais que ça passe vite et tu pourrais faire 1 heure là-dessus. Mais est-ce que tu peux nous dire l'impact, en tout cas le prévisionnel sur 2020, par exemple d'épargne Pierre, combien tu estimes à ce jour distribué et quel est l'impact sur le prix de la part? Est-ce que déjà tu as une vision vu qu'il nous reste peu de temps, on est obligé d'aller un peu à l'essentiel. Et est-ce que ça, éventuellement, tu peux nous le dire? L'essentiel. Prix de la part, moi, je conseillerais déjà d'une manière générale à tous vos clients de regarder les SCPI qui ont un prix de souscription inférieur à la valeur de reconstitution. Si vous avez une SCPI où le prix de souscription est égal à la valeur de reconstitution, n'y touchez pas, attendez un peu. Aujourd'hui, nous, on est à -7, vous souscrivez à -7% de la valeur de reconstitution. Alors, l'exercice de prévision, il est très délicat. En 2020, il n'y aura pas une grosse correction des valeurs d'expertise. À mon sens, en plus, on était avec un expert qui est relativement conservateur, donc là-dessus, peut-être qu'il y aura une baisse de 1 à 1,5 de la valeur de la part, mais de toute façon, on sera encore au-dessus la valeur de reconstitution sera au-dessus du prix de souscription en 2020. Sur l'impact sur le dividende, aujourd'hui, comment on a fait? Nous, on a fait un scénario en disant on va annuler tous les loyers des commerces frappés par la fermeture, on annule les loyers pour 2 mois, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Hein. Là, on est en train de se battre avec chacun des commerçants. Mais globalement, si on annule tous les loyers de nos commerces à hauteur de 2 mois, le rendement va s'établir entre 5,10 et 5,30. Donc, ça va faire un dividende qui va être entre, allez, au pire, prenons une fourchette plus large, on peut prendre entre 5 et 5,30. Ça va faire entre 10,25 de dividende
à 10,88 de dividendes sur une part à 205 qui va pas bouger. Donc voilà clairement ce qui peut se passer. Autre question que je vois, avenir des centres commerciaux, retail park. L'avenir des centres commerciaux, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est certain que les bailleurs des centres commerciaux sont dans la ligne de mire des enseignes commerciales parce qu'ils n'ont fait aucun effort, ils sont assez mal comportés en envoyant des lettres recommandées pour avoir le paiement des loyers, ou en tout cas c'est l'écho que j'en ai eu des enseignes. Donc là, il y a une bagarre à prévoir qui va être assez forte, et les centres commerciaux, même s'ils génèrent du flux et s'ils animent leur centre, ils ont des charges qui sont colossales. Donc effectivement, et là, ça va être un peu compliqué sur les gros centres commerciaux. Après, les retail parks, pour l'instant, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de sujet. Ils ont des loyers beaucoup plus faibles, des charges qui sont peu élevées. Après, c'est leur capacité. Il va y avoir des commerces qui vont aller un peu moins bien. Ceux qui auront choisi de vendre par omnicanal, c'est à la fois par Internet et à la fois physiquement, vont s'en sortir. Les conversations que j'ai eues avec des gens comme Deviane, avec des gens comme Promode, effectivement, eux voient des opportunités aussi de requalifier leur offre par rapport à la vente physique. Donc, il ne faut pas croire que tout va s'écrouler, et la nature humaine est ainsi faite que à un moment donné, elle reprend le dessus. La consommation ne se fera pas de la même manière, mais encore une fois, le besoin de toucher et de voir restera. D'accord. Et du coup, si tu as des reports de loyer sur 2020 et du coup ça s'impacte sur 2021, quelqu'un qui rentre là dans la SCPI en fin d'année par exemple va pouvoir bénéficier des reports de loyer de 2020. Oui, bien sûr. Tu vas pas distinguer l'associé qui était avant ou après. Donc du coup, il va. Non, on distinguera pas l'associé qui est avant ou après. Après l'exercice 2020, effectivement, il y aura ça, et l'exercice 2021 reviendra à la normale. Après, il faudra aussi bien vérifier, et ça, on ne l'a pas, c'est l'indexation des loyers. L'inflation va être faible, donc l'indexation des loyers risque d'être nulle. Il va falloir faire attention. Je vous rappelle que l'indexation des loyers est basée sur 3 critères. L'indice des prix à la consommation, donc à hauteur de 50%. Donc c'est un indice qui ne devrait pas trop évoluer et on ne va pas rentrer en déflation, donc il devrait être stable. L'indice des prix de la construction neuve, donc cet indice devrait augmenter parce que les mesures sanitaires vont augmenter les coûts de construction, ça très clairement. Donc ça, c'est favorable à une indexation positive du loyer. Et le troisième critère, il est moins positif puisque c'est un critère qui est basé sur le PIB. Donc on sait qu'il va y avoir une baisse du PIB. Donc ça, qui est à hauteur de 25% dans la constitution de l'indice de loyer. Donc celui-là va baisser. Donc il ne faut pas s'attendre à des indexations de loyer qui soient, elles vont tourner autour de 0 pour l'année prochaine. Ok. Est-ce que vous avez d'autres? Après, j'essaie de le contacter. C'est Yann Vidcock qui a peut-être du mal à se connecter. En tout cas, il n'est toujours pas arrivé sur scène. Du coup, est-ce qu'on peut continuer un peu avec toi ou... Bien sûr, avec plaisir. Vu que c'est quand même toujours un plaisir et on t'a un peu coupé tout à l'heure sur ta vision globale plutôt de la récession, en tout cas de l'impact sur l'immobilier en général. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus sur comment ça va durer sur 2021? Est-ce que c'est ponctuel? Comment, du coup, en 2008, il y avait eu un impact sur les prix? Et est-ce que, à ton avis, ça va être la même correction, à peu près à 8-10%? Donc, à la fois, il y a des intérêts pour l'acquisition, parce qu'il va y avoir des opportunités, mais forcément, ça va avoir un impact aussi sur les valeurs. Et donc, les valeurs d'expertise auront lieu en fin d'année, c'est ça? Vous allez faire une expertise comme chaque année. Donc, on va avoir vraiment l'impact en décembre des valorisations. Oui, exactement. Bon, très honnêtement, l'impact, pour moi, il est faible en 2020 sur les valeurs d'expertise. Encore une fois, l'exercice de prévision est très difficile sur 2021. Ça dépendra du deuxième plan de relance que doit annoncer le gouvernement en septembre, du plan de relance européen. Et effectivement, si il est au rendez-vous, on repartira avec une croissance en 2021 qui sera favorable. Ce qui sera favorable aussi, c'est de regarder les SCPI qui peuvent agir en cash et qui vont investir. Nous, on a un endettement de 4%, alors que
l'autorisation est à 20%, on a à peu près 150 millions de possibilités d'emprunt qui vont nous permettre de saisir les opportunités à des taux de rendement plus élevés et qui vont permettre le renforcement du revenu. Donc ça, c'est des choses importantes. Après, juste pour répondre à la dernière question, conseil de surveillance et AG, les AG vont être dématérialisés, vont se tenir effectivement, mais elles ne vont pas se tenir physiquement et les conseils de surveillance se tiendront bien évidemment. Donc il n'y a pas d'annulation des AG. Ok, et justement sur les opportunités à saisir, vous voyez déjà des dossiers qui passent que vous n'aviez pas il y a 3 mois ou 6 mois, ou c'est encore trop tôt pour voir des dossiers où il y a des opportunités à saisir? C'est un peu tôt, et puis je pense qu'il faut un peu attendre. Il faut vraiment que ce soit une véritable opportunité, comme ça a été le cas, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. On est en négociation effectivement pour acheter le siège social d'une entreprise dans le médical, et effectivement là, ça a été une véritable opportunité à un taux qui est supérieur à 6,50 et avec une sécurité du bail de 9 ans. Ouais. Donc, et est-ce que vous voyez aussi l'une des problématiques qu'on avait sur les 2 dernières années en SCPI, c'est beaucoup d'investisseurs aussi étrangers, des fonds de pension et autres qui étaient très actifs sur le marché. Est-ce qu'on voit qu'ils se retirent du marché pour laisser plus d'opportunités aux acteurs locaux, ou pour l'instant ils sont toujours à même de chasser ce type d'actifs? Là, ils sont attentistes, hein. Très clairement, d'une part, sur tout ce qui est la baisse il y aura une baisse du volume des investissements qui nous sera favorable. Très clairement, ces acteurs-là sont attentistes aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a un renchérissement du coût des conditions de crédit. Donc, ces acteurs intervenant avec un effet de levier très élevé, effectivement, pour eux, c'est une évolution négative qui les oblige soit à être attentifs, soit à faire des offres avec des prix revus à la baisse. Donc, tout ça, effectivement, est favorable sur le marché de l'investissement. Mais encore une fois, soit il y a une véritable opportunité pour la saisir, mais encore, il vaut mieux être attentiste et que les prix puissent se corriger. On va tester la capacité des vendeurs, hein, effectivement, à revoir leurs prix. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est intéressant pour nous. Sur aussi des questions qu'on peut rencontrer au quotidien auprès de nos clients avec ce phénomène de confinement, les idées, là on a évoqué le télétravail. Une autre rhétorique qui revient souvent, c'est est-ce que les SCPI ne devraient pas investir en logistique, puisqu'on voit que finalement la logistique devient de plus en plus prépondérante dans l'e-commerce et que finalement tous les petits commerçants ils vont devoir s'y mettre. Donc là pareil, est-ce que c'est des stratégies que vous avez étudiées, que vous allez mettre en place? Alors, on a commencé, encore une fois, c'est l'avantage d'être diversifié. Et je crois que la leçon de cette crise, c'est qu'effectivement, la diversification du patrimoine permet une moindre volatilité des revenus. Pour répondre à cette question, oui, on avait déjà orienté, puisqu'il y a une acquisition qui a été faite il y a environ 3 mois avec comme locataire Chronopost. On l'a acheté effectivement 6 mois, c'est des plateformes de distribution, notamment pour le e-commerce aujourd'hui. Très clairement, on le voit bien, on n'a eu aucun problème de paiement sur ce type de plateforme. Après, tout dépend du taux de rendement, de la valeur locative et de la sécurité des groupes. Et la diversification de la SCPI nous permet effectivement d'aller vers ce type d'investissement. Au global, sur aussi en termes d'estimatifs, la collecte par rapport à l'année dernière sur 2020 comparé à 2019, à ton avis, c'est moins combien? Alors, on est avec le levier du crédit, vous allez pouvoir compenser, mais vraiment purement en collecte. Non, purement collecte. Aujourd'hui, nous, on a fait une hypothèse à 400 millions de collectes. On était à 480 l'année dernière. Après, on a eu un premier trimestre qui était supérieur, 2020 supérieur à 2019. Donc voilà, tout dépendra aussi. Là, on est dans une période difficile. Est-ce qu'on revient à la normale à partir du mois de septembre ou pas? Et surtout sur les 2 derniers mois de l'année qui sont en général des mois importants, on aura une vision plus claire à la fois de ce qu'on aura distribué sur 2020 et des prévisionnels 2021. Oui, évidemment. De toute façon, il y a un phénomène assez attentiste puisque, comme tu l'évoques, à arriver au mois de septembre-octobre, vous aurez quand même une bonne vision du rendement sur l'année et du rendement prévisionnel de 2021. Donc, on peut comprendre que les investisseurs au jour d'aujourd'hui, ils se disent j'attends 3-4 mois et j'ai plus de visibilité sur l'orientation et la capacité à produire une rentabilité toujours aussi bonne dans le monde des CPI. Donc, après,
tu as des incertitudes quand même au niveau de l'épargne. Tout de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, effectivement, la prime de risque est là et le rendement même, si le rendement moyen de la CAC 40 reste intéressant, même s'il va baisser, nous, on sera au-dessus de ce rendement. Mais les incertitudes, est-ce qu'il va y avoir une fiscalité de l'épargne renforcée? Est-ce que l'assurance vie va être touchée? Parce que le rôle des assureurs n'a pas été très clair pendant cette crise. Et ils n'ont pas fait réellement preuve d'une solidarité à toute épreuve dans cette crise sanitaire. Vous avez vu l'enquête menée au niveau des pertes d'exploitation vis-à-vis que les assureurs ne veulent pas faire jouer. On n'est pas aussi à l'abri qu'il y ait une taxation de l'épargne et de l'assurance vie qui soit plus forte pour une réorientation de l'épargne. Je n'en sais rien, mais le débat sur la taxation et la fiscalité de l'épargne, il est en tout cas il est débattu. Alors la fiscalité de l'immobilier, de toute façon, comme elle est relativement élevée, je ne pense pas qu'on va être à nouveau impacté. C'est clair. Ok. Voilà. Ah, parfait. Merci Jean-Christophe. Du coup, on a un peu débordé, mais c'est quelques soucis techniques. Et du coup, merci Jean-Christophe. On accueille Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref. Et, bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. En tout cas, ça marche pour moi aussi. Nico, tu es en micro mute. Je ne sais pas si tu réponds. Mathieu, comme avec Jean-Christophe, l'impact forcément de la crise sur les véhicules de Paref. Peut-être plus un focus sur les CPI Nova-Pierre Allemagne 1 et 2, parce que la plupart de nos clients sont positionnés sur ces véhicules. Après, rien n'empêche de faire un petit balayage rapide de Interpierre également, parce qu'on en a fait un peu. Et voilà, comment vous êtes organisé, quel est les prévisionnels, l'impact sur le prix de part. C'est ce qui intéresse forcément les gens, dividendes de prix de part. Bon, c'est très challengeant. On a 15 minutes pour essayer de balayer tous ces sujets. Déjà, un grand merci à vous tous, au Audia, particulièrement de l'organisation de ce webinaire et toutes les personnes qui nous écoutent à l'instant. On va essayer, en effet, dans les 15 minutes qui nous incombent, d'être les plus concis possible et aller le plus droit au but, de manière à vraiment donner tous les éléments de compréhension de comment, chez Paref Gestion, nous avons géré le confinement dont on sort progressivement. Peut-être déjà recontextualiser. Comme vous le savez, Paref Gestion, c'est la filiale du groupe Paref, qui est une société d'investissement immobilier cotée. Donc, on gère pour compte propre. Et chez Paref Gestion, en revanche, on propose une gamme de SCPI qui, comme vous le savez, a cette particularité d'avoir une expertise toute classe d'actifs. Et donc, c'est particulièrement intéressant, notamment en ce moment. C'est la particularité de Paref Gestion. Nous traitons aussi bien du bureau, du commerce. Nous gérons également des locaux d'activité, du résidentiel, de l'hôtellerie. Et donc, on propose des SCPI spécialisées que vous connaissez bien. Alors, on s'occupera sur 3 d'entre elles dans le quart d'heure qui suit, spécialisées par typologie d'actifs ou zone géographique. Donc, c'est au moment où on se parle, on gère 1,6 milliard d'euros d'actifs sous gestion. On est présent en France, en Allemagne, en Italie. On aura en effet un focus important sur l'Allemagne. Et donc, 20 000 épargnants qui nous ont fait confiance depuis bientôt 30 ans. On est, au moment où on se parle, plutôt confiant, d'une part parce qu'on sort progressivement du confinement, on le voit, et que ça semble amorcer en tout cas une reprise. On ne voit pas de choc des valeurs en tant que tel, même s'il n'est pas exclure, et que il faut rester excessivement prudent puisque le potentiel risque locataire devra être pris en compte à l'avenir et pourra avoir un effet structurel sur les valeurs, à la vente comme à l'acquisition. En revanche, à ce stade, on se posera en effet la question des rendements, et notamment sur ces 3 fonds que tu citais à juste titre. Interpierre France, on va démarrer par Interpierre France et ça ira très vite finalement. Et puis les Nova-Pierre Allemagne, numéro 1 et numéro 2. Sur Interpierre France, tout d'abord, sur toutes nos SCPI françaises, la démarche de Paref Gestion a été la suivante. Elle a été de se poser la question, en premier lieu, de savoir combien de locataires, pour chacune d'entre elles, étaient concernés par le décret d'application du 14 mars. Je crois que Jean-Christophe Antoine est largement revenu dessus, on ne reviendra pas sur les critères d'application. Et donc, on a l'analyse de tous nos fonds sur ceux qui ont dû fermer et qui ont été contraints de cesser temporairement leur activité. Au-delà du décret, bien évidemment, nous avons poussé des analyses
que nous avons retraités en fonction des locataires qui avaient formulé une demande, finalement assez autonome, soit de report, d'aménagement, d'annulation du loyer. Et puis sur chaque fonds, nous avons opéré des stress tests excessivement précis, cette fois-ci sur 3 mois, c'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'on se passait de 3 mois intégralement de loyer. On voit qu'on s'en éloigne progressivement. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment plus lieu d'être mentionnés, même si on a procédé de cette manière. Et puis évidemment, tout cela, je crois, est à mettre en relation face aux projets patrimoniaux de vos clients. Je rappelle que la durée moyenne de détention d'une SCPI en France, c'est 23 ans. Donc statistiquement, on a quand même quelques chances de passer quelques moments de trouble, en tout cas quelques chocs de marché. Sur Interpierre France, très rapidement, on se rappelle, c'est une SCPI qui est investie finalement de manière avec un juste équilibre entre bureaux et locaux d'activité. 50% de bureaux, très précisément, 50% de locaux d'activité. Sur cette classe d'actifs du locaux d'activité, c'est certainement une classe qui sera bien moins impactée par la crise que nous traversons, peut-être même renforcée, et sur toute la chaîne logistique d'ailleurs. Et de la même manière, sur cette SCPI, on a un très juste équilibre entre région parisienne et grandes métropoles françaises. Au moment où on se parle, encore une fois, beaucoup de prudence, parce que les choses peuvent évoluer, mais néanmoins, nous avons 88 locataires sur Interpierre France qui composent le fonds, dont 2 ont été frappés de fermeture. Ces 2 locataires, sur 88, représentent 1% des loyers, ce qui est très faible et finalement qui est excessivement maîtrisé. Il n'y a pas sur ce fonds de demande d'annulation de loyer. Sur Interpierre, en revanche, direct, hein, les locataires. Pardon ? Sur Interpierre, vous les gérez en direct, les locataires. Absolument. Sur Interpierre, on les gère en direct. On a une équipe d'asset management qui est intégrée. Pour rappel, le groupe Paref, c'est 2 filiales. Hein. Il y a la société SIC qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, il y a Paref Invest Management qui regroupe les fonctions d'asset et de property pour compte de tiers, mais également pour compte propre, et notamment sur cette SCPI. Et puis, Paref Gestion. C'est un petit peu différent sur Novapierre Allemagne. On y reviendra, Julien, en effet. Donc, 88 locataires, 2 seulement qui ont été frappés de fermeture, aucune demande d'annulation. Donc, on est parfaitement épargné sur ce véhicule. J'ajoute que quand bien même il soit possible que dans les semaines qui suivent, on ait une potentielle augmentation des demandes d'annulation de locataires qui ne les auraient pas encore formulées. Une des grandes tendances qu'on a pu constater, c'est que c'était majoritairement quand même les grandes enseignes qui formulaient d'abord des demandes de report, d'annulation, d'aménagement, parce qu'elles sont structurées, parce qu'elles sont équipées de services juridiques qui ont su être efficients très très rapidement pendant la crise, et que les plus petits, je dirais, locataires sont arrivés un petit peu plus tard. Et ça, c'est une tendance qu'on doit vraiment garder à l'esprit, parce que ça veut dire que les évolutions sont encore possibles. Pour en finir sur Interpierre France, on a un niveau de dette qui est excessivement bas. On est à 3,40% au moment où on se parle. Donc, quand bien même ces demandes pouvaient, et c'est toujours possible, augmenter dans les semaines à venir, il n'y aurait pas besoin de trésorerie immédiate. En tout cas, il n'y a pas d'impact immédiat sur la trésorerie. La stratégie sur ce fonds pour les 6 mois à venir, on l'a vu, très épargné. Nous avons maintenu le dividende, la compte sur dividende au premier trimestre en ligne avec ce qui était fait l'année dernière. Donc, les perspectives sont plutôt bonnes. Néanmoins, nous avions une politique d'investissement qui devait être importante en 2020. On va l'adapter. La considérer, en tout cas, en sortie de crise, à la fois dans ses volumes et dans sa temporalité. C'est le seul impact, je dirais, sur Interpierre France. Donc, perspective proche de celle de 2019, maintien de la compte au premier trimestre. Nous communiquerons très rapidement notre position sur le deuxième trimestre, fonction des semaines à venir, et un niveau de dividende maintenu. Le temps est imparti. On peut peut-être partir sur l'Allemagne, si ça te convient. Un mot sur Novapierre Allemagne 1 dans un premier temps, Novapierre Allemagne 2 dans un second temps. On nous interroge très régulièrement parce que structurellement, on a beaucoup d'informations sur la gestion de la crise sanitaire en France, assez peu en Allemagne. Donc peut-être qu'on peut revenir en amont de l'analyse intrinsèque des fonds sur la crise sanitaire telle qu'elle a été gérée outre-Rhin. La gestion a été autrement différente de celle française. Ce n'est pas un jugement de valeur, on va essayer de le détailler. D'abord, c'est un des derniers pays européens à avoir appliqué des mesures de confinement parce qu'un taux de mortalité autrement plus faible, beaucoup plus de tests qui ont été effectués. Et puis, c'est un des premiers pays à avoir déconfiné. Le confinement général en tant que tel, la fermeture globale des commerces a été gérée au niveau des régions, c'est-à-dire les lenders.
Donc ça, c'est déjà une très, très grande différence avec la gestion française. Chronologiquement, que s'est-il passé en Allemagne? Week-end du 21-22 mars, certaines mesures ont été annoncées. Interdiction des rassemblements de plus de 2 personnes dans l'espace public pendant 2 semaines. Distance minimale d'1,50 m entre 2 personnes. Fermeture de tous les commerces qui étaient dits non essentiels, c'est-à-dire les écoles de tout niveau. Annulation des événements culturels, sportifs. Déplacement restreint au maximum. Et puis fermeture des frontières, ça on l'a vu. Et une réouverture très prochaine d'ailleurs avec l'Autriche, si je ne dis pas de bêtises. Donc une gestion par lender, des mesures annoncées 21-22 mars extrêmement strictes. Au niveau des commerces, et c'est ça qui nous concerne, principalement concernant Novapierre Allemagne, puisque je rappelle que c'est une SCPI investie à 100% dans du commerce en Allemagne. Ils ont été catégorisés entre les commerces dits essentiels et ceux non essentiels, de manière stricte. Les commerces essentiels, et qui sont restés ouverts, et on les mettra en relief vis-à-vis de notre fonds, sont les surfaces alimentaires, boissons, drugstores, les pharmacies, les animaleries, les magasins de matériel médical, bureaux de poste, etc. Et puis dans le non-essentiel, finalement, il y avait tout le reste. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est finalement la situation entre les deux des magasins de bricolage, ce qu'on appelle les do-it-yourself. Vous savez qu'on en a au sein du portefeuille, on en a de nombreux, on va voir dans quelle mesure d'ailleurs. Et ces magasins de bricolage, et c'est très lié à la culture allemande, et c'est à la fois tout à fait extraordinaire, mais ont pu rester ouverts pendant la crise. Et ça nous intéresse, nous, particulièrement. Si on regarde le portefeuille de Novapierre Allemagne 1, et je crois savoir que vous êtes nombreux derrière l'écran à vous être intéressés fortement à cette SCPI. D'abord, c'est un portefeuille qui est très diversifié en termes d'actifs et de revenus. On parle de 61 actifs et quasiment 350 locataires. Premier élément, apporté à votre connaissance, on a une part excessivement faible des loyers qui sont indexés sur le chiffre d'affaires de nos locataires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même, et je crois que Jean-Christophe Antoine l'évoquait également précédemment, il n'y ait pas en Allemagne les mêmes mesures d'annulation de loyer en tant que telles et que l'État soit beaucoup plus rigide sur le sujet qu'en France, si nos locataires venaient à avoir une baisse de chiffre d'affaires, ce qui sera le cas structurellement, nous n'y sommes pas exposés. Ces loyers, qui sont indexés sur le chiffre d'affaires, représentent 0,5% de tous les loyers du véhicule. Donc, une très très faible exposition aux loyers variables. Si j'analyse la structure des revenus de Novapierre Allemagne, 50% très précisément dépendent d'une activité alimentaire, c'est positif, ils sont restés ouverts. 12% sont des magasins de bricolage, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu 62% des commerces globaux sur Novapierre Allemagne qui sont restés ouverts, 38% qui ont fermé. À l'intérieur des 38%, bien sûr, nous avons reçu des demandes qui ont été de tout ordre, hein, des aménagements, des décalages, des reports, des mensualisations, peu d'annulations. Si jamais on devait répondre positivement aux demandes d'annulation qui ont été formulées sur Novapierre Allemagne 1, encore une fois, grande prudence néanmoins dans le chiffre que je vais vous donner ce matin parce que les choses peuvent évidemment évoluer. Si on devait répondre positivement à toutes ces demandes, on parle de 0,5% du loyer total annuel ou 2% du loyer total de ces 3 mois. Encore une fois, ce sont des demandes qui évidemment peuvent augmenter fort de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire des demandes qui ont principalement été constituées par des demandes de grandes enseignes à l'origine. De la même manière, ce qui est très rassurant sur cette SCPI… L'atterrissage du coup du rendement de Novapierre Allemagne 1 à l'heure actuelle, si tu prends ces hypothèses-là de 3 mois, etc., on sera environ à combien sur l'année 2020? Écoute, on sera plutôt en ligne avec ce qui a été fait en 2019. Encore une fois, on a maintenu la compte au T1. Nous analysons actuellement les encaissements sur le T2 qu'on communiquera assez rapidement. Si les choses perdurent telles qu'elles le sont, et encore une fois, tu disais à juste titre, autant sur Interpierre, nous faisons l'asset nous-mêmes. Ici, nous avons un partenaire qui est Principal, qui est un des plus gros asset managers européens, qui s'occupe pour nous de la négociation auprès de chacun des locataires en Allemagne. Si les choses évoluent comme elles le sont, nous serons plutôt en ligne avec le TDVM tel qu'il a été en 2019. Autant Novapierre Allemagne 1 était en rythme de croisière, alors que Novapierre Allemagne 2 était en constitution de patrimoine. Donc là, est-ce que absolument la crise, comment vous en êtes dans les acquisitions de Novapierre Allemagne 2 pour pouvoir distribuer? Parce que le premier acompte qui a été versé, je crois, était extrêmement faible. Donc oui, il y a tout à fait. Une croissance progressive. Est-ce qu'il y a des acquisitions de prévues? Si oui, quand? Quel rendement?
Et combien vous pensez distribuer à peu près sur l'année 2020? Alors maintenant, les acquisitions, elles sont en cours. Elles ont continué, ça c'est très positif, pendant les mois de confinement. En effet, pour revenir sur Nova Pierre Allemagne 2, c'est la deuxième version, je dirais, de Nova Pierre Allemagne. C'est un véhicule qui est en constitution. Pour rappel, la première année de Nova Pierre Allemagne numéro 1 était à 2,11%, la deuxième à 3,50% avant d'atteindre un rythme de croisière, plutôt la troisième année. Nous, les perspectives que nous avons à aujourd'hui, une photographie à maintenant, nous avons collecté 110 millions d'euros sur ce véhicule. 10 ont été investis, 90 sont en cours d'investissement. Donc, il y a eu un premier transfert d'actifs sur le premier trimestre. Je rappelle que ça se fait toujours en 2 temps, c'est-à-dire qu'on signe ce qu'on appelle un SPA qui finalement est une promesse qui vaut acte, mais pour laquelle les transferts d'actifs n'ont lieu finalement que 8 à 10 semaines plus tard, dès lors qu'on a levé un certain nombre de conditions suspensives. Donc, il y a un premier actif qui a été transféré et qui, en effet, constitue le dividende du premier trimestre, qui est en effet très faible, tu mentionnais à juste titre. Et nous avons 3 acquisitions très importantes pour 90 millions d'euros en tout, qui sont en train de se finaliser à Leipzig, Hanovre et Torgau, sur de la même manière des centres commerciaux particulièrement attractifs, qui sont restés fermés d'ailleurs pendant ces mois de confinement, qui ont des durées de baux résiduelles qui sont très importantes et des taux acte en main qui sont plutôt très très favorables pour le fonds. Les transferts devraient avoir lieu entre, pour le premier, la fin du mois d'avril, et pour le dernier, la fin du mois de je dirais juillet-août. Donc ce à quoi il faut s'attendre sur Nova Pierre Allemagne 2, je pense qu'il faut attendre un rythme de croisière tel que sur la première mouture, si je peux le dire de cette manière, pour 2021. 2020 sera une année divisé par 2, je pense, une demi-année de constitution du parc, avec des revenus qui vont commencer à atteindre des rythmes plus habituels en termes de DVM à partir de juillet-août, et donc sur le 3T. Est-ce que ça répond à ta question, Julien? Donc, ce qu'on peut finalement anticiper, c'est que le versement du 3e, voire 4e trimestre sera sur un rythme de croisière plus habituel, puisque vous aurez enfin investi les 90 millions d'euros de cash que vous avez encore en portefeuille. Oui, on reste sur un objectif qui est un investissement de 150 millions d'euros sur l'année. Voilà. Donc, a priori, au 31 décembre, nous devrions pouvoir constater 150 millions d'euros d'investissement. Voilà, ce qui nous rend très, très positif, en tout cas pour 2021. Et la collecte continue sur mars-avril. Elle a été à peu près baissée de 30. La collecte a été très positive sur le mois de mars, légèrement en baisse, mais je crois comme toutes les sociétés de gestion du marché sur le mois d'avril, et ça repart véritablement, notamment sur les 3 SCPI qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, de par leur forme de résilience, Interpierre France qui est tout à fait exonérée, qui est tout à fait maîtrisée vis-à-vis des événements qu'on vit. Je le rappelle, 1% des loyers qui sont concernés par une fermeture, et c'est un de nos véhicules phares qui, depuis plusieurs années, a un TDVM au-delà des 5 points, taux d'endettement excessivement faible, et finalement, au-delà d'une bonne santé financière, une très très faible exposition au risque en tant que tel, et un patrimoine de qualité. Et puis sur Nova Pierre Allemagne, pour tout le succès que l'on connaît à la fois à la première version, la collecte est très positive sur Nova Pierre Allemagne 2, charge effectivement à nos équipes d'investir désormais, et c'est vraiment ce qui va constituer notre priorité pour 2020. On avait une question sur l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a été repoussée à septembre. C'était justement, a priori, c'était tout septembre 2020. Ouais. Alors, c'est sur une SCPI en effet à capital fixe, mais pas sur les SCPI à capital variable. D'accord. Pour rappel, nous gérons 6 SCPI à capital variable, 4 SCPI à capital fixe, en effet. Et la SCPI d'habitation de l'enseignement Pierre 48, est-ce que comment elle se comporte? Est-ce que tu as un peu un impact dessus? C'est une SCPI qui est en train de prendre un grand virage. C'est vrai qu'on peut l'aborder pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une SCPI qui est investie à 100% sur de l'immobilier résidentiel. Si on devait estimer le risque de la crise que nous traversons au regard des classes d'actifs immobilières, c'est certainement la classe d'actifs qui sera touchée en dernier chef, en dernier ressort. Si les COMS sont touchés en premier lieu, il y a certainement un chemin qui est en train de se frayer vers le résidentiel, mais en tout cas, c'est vraiment la classe d'actifs qui est la plus préservée aujourd'hui.
Elle répond à des fondamentaux économiques qui sont autrement différents que le bureau, que le commerce ou que les d'autres classes d'actifs, puisque là, on parle de demande structurelle de logement sur le territoire. Donc, c'est une économie beaucoup plus structurelle et démographique qu'une économie qui est liée finalement à des facteurs économiques intrinsèques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Nova Pierre Résidentiel a un parc immobilier qui est tout à fait exceptionnel. On parle d'un peu plus de 600 appartements, dont 80% d'entre eux sont à Paris intramuros, 20% sur le Grand Paris. On a quelques appartements sur un immeuble à Nice, particulièrement bien placé dans le cœur de Nice. 80% Paris intramuros et le reste majoritairement donc, sur le Grand Paris. C'est une SCPI qui, pour rappel, est une SCPI de capitalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'inverse du rendement, la performance est issue de la valorisation du prix de part, d'année en année. La capitalisation est un credo, ou en tout cas un facteur qui rencontre de plus en plus un grand succès pour une raison simple. Si je n'ai, en tant qu'épargnant, pas nécessité de percevoir des revenus immédiats taxés, n'est-il pas préférable, finalement, d'avoir cette performance sous forme de valorisation du prix de part et donc de choisir, finalement, à la fois mon niveau d'imposition en sortie en plus-value immobilière et d'exposer à une classe d'actifs hautement patrimoniale. Nova Pierre Résidentiel, on a augmenté le prix de la part le 1er avril, nous sommes le 13 mai, le 1er avril, la valeur de la part a été augmentée de 4%. C'est consécutif à une augmentation de la valeur du patrimoine de 9% le 31 décembre. Et j'ajoute à cela que malgré cette augmentation de 4 points, nous sommes toujours à moins 10% de la valeur de reconstitution. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a une marge de manœuvre de 10% par rapport à la valeur de reconstitution. On a un taux d'endettement qui est relativement bas. On a une réserve de plus-value très importante et donc des perspectives de capitalisation pour les années à venir qui sont très importantes. Parfait. Mathieu, merci beaucoup. Merci pour ce Un grand merci. Un grand merci à tout le monde et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Grégory, bonjour. Directeur général, est-ce qu'on te voit? Est-ce que tu peux remettre ta caméra, s'il te plaît? Parce que là, tu l'avais. Voilà. Vous m'entendez? Quatrième hôtel. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Merci, Mathieu. Oui, j'essaie de... Pardon. Allô? Parfait. Voilà. C'est bon, ouais. Très bien. Merci beaucoup. Bon, du coup, on a un quart d'heure aussi. C'est rapide. Ça passe très, très vite. Mais on a peut-être des sujets à aborder avec toi sur l'impact, évidemment, de la crise sur ton véhicule qui est directement impacté parce qu'on est sur les hôtels. Donc, savoir comment vous gérez, quel prévisionnel, surtout sur l'année 2020 et 2021, vous voyez, l'impact sur le prix de la part, où en était la collecte avant et après la crise ou pendant, et comment tu vois un peu les négociations en cours avec les locataires. Est-ce que tu vois des différences entre des locataires français et étrangers, des petits groupes, des grands groupes? Est-ce qu'il y a, quel est un peu ton ressenti sur les prochains mois et justement, voilà, un peu les prévisionnels sur 2020-2021? Oui, bien sûr. Alors peut-être en deux mots d'abord pour parler resituer le sujet par rapport à la trim. Donc on est une société de gestion qui existe depuis 12 ans. On gère 3,5 milliards, dont effectivement 50% de notre activité autour du tourisme et de l'hôtellerie, à la fois en France et en Europe, et depuis 12 ans. Donc on avait déjà vu la crise de 2008, qui était le moment où on avait commencé à investir sur ce segment. Et plus largement, notre conviction, qui reste intacte, elle s'appuie sur les tendances à long terme de développement du tourisme, qui est une industrie stratégique en Europe, puisque ça représente, je le rappelle, quand même 10% du PIB européen et 12% des emplois. Et donc, nous, notre stratégie, au-delà de la SCPI à Trim-Hôtel, parce qu'on fait aussi beaucoup de club deal institutionnels, c'est d'investir sur cette industrie auprès des grands exploitants et des leaders sur ce marché. Des opérateurs hôteliers qui ont su aussi traverser la crise d'il y a une dizaine d'années, du bouleversement de cette industrie avec l'émergence de nouveaux acteurs que sont les Booking, les Expedia et les Airbnb. Et aujourd'hui, ils sont face à une crise sanitaire qui est d'un ordre complètement différent, mais à laquelle ils sont en train de s'adapter. Alors,
industrie avec une forte croissance sur le long terme, mais qui aujourd'hui, effectivement, on est obligé de le constater, est une industrie qui est à l'arrêt. Et là, pour le coup, la diversification géographique a peu de valeur puisque c'est une pandémie et donc un phénomène qu'on a pu constater en Asie, qui est en train de redémarrer, qu'on constate en Europe et aux États-Unis. Donc, sur le cas spécifique des hôtels en Europe, ils sont quasiment tous à l'arrêt. Et pour la SCPI Atrim-Hôtel, donc je rappelle, nous, notre stratégie, c'est d'investir sur la zone euro, principalement les pays d'Europe du Nord, puisqu'on est à 40% en Allemagne, 40% en Belgique, 10% aux Pays-Bas et 10% en France. Et aujourd'hui, ça représente 15 actifs, dont 13 d'entre eux sont fermés depuis la mi-mars. Alors, on en a un qui reste ouvert aux Pays-Bas, à côté de l'aéroport de Schiphol, c'est l'aéroport d'Amsterdam, en fait, mais qui a très peu d'activité compte tenu de l'arrêt des transports. Et un autre en France, à Niort, qui lui accueille en fait du personnel de la gendarmerie en lien avec l'activité contre la lutte contre ce virus. Donc une économie quasiment à l'arrêt. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, tout le sujet c'est comment est-ce que cette industrie redémarre et comment est-ce qu'on le gère au niveau de la SCPI Atrim-Hôtel. Alors, comment est-ce que l'industrie, plus largement du tourisme, redémarre? Elle s'apprête à redémarrer. On a quelques indicateurs, notamment parce que la Chine a 2 mois d'avance quelque part sur à la fois l'entrée et la sortie aussi de cette crise. Et on voit en Chine que plus de 90% des hôtels sont désormais réouverts, avec une reprise qui est progressive, qui se fait pas comme une reprise en V, une reprise progressive. Et il y a certains facteurs qui sont importants, qui repartent plus vite que d'autres. Qu'est-ce qui repart en premier? D'abord, le tourisme domestique. Avec la fermeture des frontières, c'est d'abord un tourisme domestique comme celui qu'on va avoir vraisemblablement cet été en France et en zone euro. Deuxièmement, c'est un tourisme essentiellement sur les catégories économiques et milieu de gamme, pour le tourisme notamment d'affaires. Le tourisme du luxe, bien sûr, dépendant plus fortement de la réouverture de frontières, va se faire de façon plus progressive. Donc, par rapport à ce qui nous concerne en Europe, ce qu'on voit, c'est que d'ores et déjà, il y a des zones qui repartent plus vite que d'autres, en particulier l'Allemagne, dont les hôtels, alors c'est décidé par land en Allemagne, mais à peu près tous les landers ont décidé une réouverture des hôtels d'ici la fin du mois de mai. Donc, les hôtels sont en train de préparer leur réouverture. Donc, on aura principalement, l'Allemagne, c'est 80% de tourisme domestique. Hein. Donc, c'est un pays qui est parmi les mieux partis pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible son industrie touristique. Donc, cet été, le 3e trimestre, principalement du tourisme de loisirs, puisque traditionnellement, c'est quand même un trimestre plus propice à ce type de tourisme. Tourisme d'affaires qui va reprendre en septembre et la clientèle internationale qui reviendra plutôt à compter de la fin de l'année, début d'année 2021. On pense quand même que ça va prendre à peu près 18 mois pour retrouver le niveau d'activité. Là, je parle des opérateurs. Hein, le niveau d'activité qui était celui d'avant la crise. Donc, il y a cette période, effectivement, de 18 mois qui va être l'effet de la reprise progressive. Alors, sur le cas spécifique de la SCPI Atrim-Hôtel, la stratégie d'Atrim-Hôtel, hein, donc je le rappelle, on a un portefeuille de près de 200 millions d'hôtels à travers ces 15 hôtels. On est à 80% avec des grands exploitants. Et je pense que c'est un élément clé de notre dispositif, de notre stratégie. On est avec ces grands exploitants qui sont des contreparties de grande qualité et sur des baux de très long terme, puisqu'on a une durée ferme moyenne de bail sur cette SCPI qui est proche de 18 ans. Donc, ce qui est assez unique. Hein. Nous, notre sujet, on n'a pas de commercialisation à faire. Notre portefeuille est entièrement loué. Tout le sujet, c'est que les hôtels ont été arrêtés, c'est une chose inédite. Et donc, tout notre sujet, c'est d'accompagner ces opérateurs, mais c'est d'autant moins difficile de le faire qu'on est sur une approche long terme avec ces baux de très longue durée. Donc,
Notre position, nous, à Trim, c'est une position de juste équilibre. Je m'explique. Notre premier sujet, c'est de défendre l'intérêt de la SCPI et des associés de cette SCPI dans le recouvrement de ces loyers. Mais toutefois, on est obligé de tenir compte de cette absence de chiffre d'affaires. Et même si juridiquement, ce n'est pas qualifié comme étant un cas de force majeure, il faut reconnaître qu'il y a un phénomène inédit et qu'il y a une nécessité d'accompagner ces grands opérateurs sur le long terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Nous, on est sur une logique de report. C'est-à-dire que, en tout cas, sur les 80% des locataires qui sont ces grands groupes, on est sur une logique de report, c'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez, vous acquittez une partie du loyer du deuxième trimestre. Notre objectif de gestion là-dessus, c'est d'avoir 50% du deuxième trimestre. Et les 50% restants, on les refacture, soit d'ici la fin de l'année, et ça a déjà été acté avec certains opérateurs. Par exemple, on a un hôtel Radisson, qui est un des plus grands groupes mondiaux, avec qui on est directement en bail à Nuremberg en Allemagne. Eh bien, on lui a fait sur le mois d'avril, on a récupéré que 50%, mais les 50% restants, ils seront versés d'ici sur le second semestre. Et donc, à la fin de l'année, on aura recouvré l'ensemble du loyer. Sur certains autres hôtels, eh bien, ça pourra déborder sur 2021. Le tout étant d'aller sur le cycle, je disais 18 mois pour récupérer l'ensemble. Donc, le moment, en fait, le plus difficile, c'est le deuxième trimestre, c'est aujourd'hui, parce que les hôtels sont fermés, mais ils réouvrent dans les semaines qui viennent. Et donc, on est sur une logique de report, c'est-à-dire que il n'y a pas de perte de loyer, simplement un loyer qui n'est pas encaissé là et qui sera encaissé plus tard. Alors, on peut aussi avoir de la franchise avec ces grands opérateurs, mais dans le cas d'une contrepartie. Je m'explique. Cette contrepartie, c'est essentiellement une durée additionnelle de bail. Donc, quand on est avec des grands exploitants, des grandes signatures, oui, ça a une valeur, mais comme sur n'importe quel actif immobilier, vous prorogez votre bail d'1 an, de 2 ans, ça peut valoir 1 à 2 mois de franchise. Et le deal, on le fait comme ça. Et ça, c'est des choses qui se retrouvent ensuite dans la valeur d'expertise des actifs. Donc 80%, pour synthétiser et réexpliquer le panorama, 80% des grands exploitants sur des baux long terme. On est sur une logique de report, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abandon de loyer, on touchera le loyer sur les prochains trimestres, les 50% qu'on n'a pas touché sur le 2T, voire de la franchise, mais contre une durée plus longue. Et puis, sur les 20% restants qui sont des locataires qui sont plus des indépendants, là, on peut avoir, et on l'a sur un locataire qui représente 10% des loyers, là, on peut avoir effectivement de la franchise qui lui permettent de passer ce moment difficile. Donc, sur la gestion, on est je pense d'ici 1 mois, on aura finalisé nos accords avec l'ensemble des locataires, ce qui sera aussi plus facile quand ils auront réouvert, puisque c'est un point qui est important aussi dans la finalisation des discussions. Mais notre objectif de gestion, c'est celui-ci. 50% d'encaissement sur le 2T et une amélioration sur 3T ensuite et 4T avec le recouvrement des 50% progressif des 50% restants. Donc, du coup, tu prévois à peu près investissement en distribution, pourcentage de distribution. Sur l'année 2020, tu prévois combien à peu près? Aujourd'hui, date aujourd'hui. Alors, je vais y répondre, mais avant d'aller pour expliquer ce qui fabrique en fait aussi cette distribution. Il y a 2 grands leviers finalement. Il y a l'encaissement des loyers qu'on a des hôtels qu'on a dans le portefeuille, et puis il y a aussi l'investissement. Pourquoi l'investissement? Parce que on a un peu plus de 200 millions de capitalisation, avec aujourd'hui une trésorerie de 35 millions, puisqu'on a eu une collecte qui a fortement progressé jusque fin avril. On était à plus de 70% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Donc, on a du cash. On a 35 millions d'euros de trésorerie. On avait identifié, et on a toujours ces deals, on a 2 deals en Allemagne sur des villes importantes avec des grands preneurs. Vraiment, c'est l'élément clé. On veut avoir des contreparties. Typiquement, on est sur un groupe pour l'investissement qu'on est en train sur lequel on est en exclusivité en Allemagne. Notre contrepartie, c'est un groupe
hôtelier parmi les 10 plus grands mondiaux, avec 1 milliard d'euros de capitalisation. Donc, on est en exclusivité, mais avant d'acter, on souhaite avoir de la visibilité sur la réouverture de l'hôtel et on renégocie des éléments du deal afin que ce soit encore plus relutif pour la SCPI et surtout sécurisant, c'est-à-dire qu'on demande aussi aux vendeurs de sécuriser une partie du loyer pendant la période difficile donc, sur l'activité de l'hôtelier, c'est-à-dire sur les 18 prochains mois. Donc ça, c'est des choses qu'on négocie pour pouvoir acter au cours du 3e trimestre ces acquisitions. Donc je disais, le 2T, c'est le point bas parce que à la fois, c'est là où les hôtels sont fermés, donc où l'encaissement, nécessairement, c'est là qu'on doit faire cette preuve d'accompagnement. Et on a cette collecte qui est non investie, mais dans une objectif de saine gestion, puisque c'est pour l'investir dans de meilleures conditions. Donc, le schéma, en fait, et le cycle de distribution. Alors, on a baissé notre acompte sur dividende du premier trimestre à 3%. Hein. Je rappelle qu'on était on avait prévu un acompte de 4,60. L'an dernier, on avait une distribution de 4,75, donc on l'a diminué considérablement, de façon à pouvoir lisser au maximum avec la période compliquée et de pouvoir remonter progressivement sur le 3T et surtout sur le 4e trimestre 2020. Donc, on aura plus de précisions en fait sur l'atterrissage 2020 à la suite des négociations avec nos locataires, donc d'ici un mois, et ayant acté aussi de la réouverture de ces hôtels. Je rappelle que sur les dividendes, hein, on est sur une fiscalité aussi qui est plus de 90% du patrimoine étant hors de France. On est sur une fiscalité qui a été acquittée à 90% par la SCPI. Sur la valeur des parts, on va acter une valeur de part de reconstitution de 1057 € par rapport à un prix de souscription de 1000. Donc, on est à plus de 6% au-dessus du prix de souscription. Donc, aujourd'hui, des discussions avec les experts et compte tenu aussi de la nature des preneurs, des baux de très longue durée, il n'y a pas de variation significative qui soit à l'ordre du jour. Les experts, ils feront leur analyse en fin d'année. Pour l'instant, ils feront l'analyse globale de tout patrimoine en fin d'année. C'est quoi, en novembre-décembre? Oui, néanmoins, on a une visibilité puisque, outre notre activité sur la SCPI, on a aussi beaucoup de club deals avec des valorisations qui sont semestrielles. Donc, sur les sujets au 30 juin, on voit quelle est l'attitude aussi des experts par rapport à des actifs qui sont similaires sur le segment du tourisme avec des grands opérateurs sur des baux longs. Donc, on voit que finalement, la méthode aujourd'hui, c'est plutôt d'impacter des cash flows, mais pas des taux d'actualisation. Donc, des cash flows, si vous avez un trimestre de franchise sur un cash flow de 10 ans, votre variation, elle est de 0,5 à 1%, pas beaucoup plus. Donc, en conséquence, nous, on y voit aujourd'hui, on voit des opportunités qui arrivent et une conviction long terme qui reste complètement d'actualité parce que les chiffres de croissance du tourisme mondial vont rester à l'ordre du jour. Alors certes, il y a cette période qui est compliquée, mais on consommera sûrement le tourisme différemment avec des protocoles sanitaires qui sont en train d'être mis en œuvre, et ils le sont mis en œuvre par les leaders du tourisme mondial. Donc Accor s'est déjà employé à le faire, les autres acteurs internationaux le font, et donc comme on l'a fait nous depuis plus de 10 ans, c'est ces acteurs-là auprès desquels on veut investir, à la fois par rapport à leur garantie de solvabilité, au fonds propres qui donne la sécurisation du paiement des loyers. C'est paradoxal parce que ces grands groupes sont à la fois sécurisants par leur signature, mais c'est souvent avec eux qu'ils les négocient un peu plus dur parce qu'ils sont armés pour pouvoir négocier. C'est ce que nous disait par exemple Jean-Christophe Antoine de chez Voisin, d'Aton Voisin. Il disait que finalement les plus grosses difficultés c'est avec les grandes enseignes parce que eux ils demandent des annulations, parce qu'ils sont armés juridiquement pour pouvoir négocier au bras de fer.
alors que finalement, avec les petits, il y a un peu plus de discussion, de trouver un juste milieu entre les deux. Donc, tu vois, à la fois, c'est paradoxal. C'est que c'est bien d'avoir une grande signature, mais à la fois, c'est eux les plus durs parce que le rapport de force est plutôt égalitaire. Oui, bah, effectivement, il y a des talents aussi en face en asset management chez ces grands opérateurs, mais on en a aussi et on a l'habitude de négocier avec ces acteurs-là. Nous, on a nos premiers deals, on les a fait avec Accor et on est sur des club deals depuis plus de 10 ans avec eux. Eh ben oui, mais c'est bien d'avoir des personnes de qualité en face. Et à la fin, il y a quand même des règles de droit qui encadrent ces discussions. Donc, ça n'empêche pas de réaliser des bons deals que d'avoir des personnes de qualité en face. Donc, et on y arrive. D'accord. Donc pour toi, 2020 est un peu une année de transition avec forcément un impact surtout fort sur le T2, des opportunités d'investissement parce que vous avez encore 35 millions d'investissements à faire là, de cash, et des reports de loyers qui vont s'étaler sur les 18 prochains mois. Donc également les opportunités pour ceux qui vont rentrer dans les SCPI là en 2020. Exactement. Parce qu'ils vont bénéficier quand même de ces reports de loyers sans avoir été propriétaire avant, quoi. Alors voilà, ça a toujours été le cas, nous, en tout cas sur Atrim Hotel, parce qu'on a beaucoup d'opportunités de sourcing. D'ailleurs, on a un délai de jouissance qui est de 3 mois, enfin premier jour du 4e mois. Du coup, t'es pas tenté de l'augmenter. Pardon ? T'es pas tenté de l'augmenter, ce délai de jouissance ? Pas du tout. Certain, non. Nous, on a des opportunités et qu'on finance. Aujourd'hui, on a plus de 80 millions de deals en exclusivité en Allemagne, grande signature, belle localisation. Donc, on maintient, on n'a pas prévu de rallonger. Au contraire, je pense qu'on va avoir plus d'opportunités. Donc, c'est un moment opportun pour investir. Encore une fois, en toute sécurité et en analysant bien les dossiers, les contreparties. Je crois que de manière générale, et au-delà du tourisme, cette crise va créer un écart plus important entre les qualités de locataires. Et donc, les écarts de spread, aujourd'hui, on voit que les taux au long terme restent très bas, mais les écarts de primes de risque vont, à mon avis, jouer beaucoup sur la qualité de la contrepartie. La qualité de la contrepartie. Et donc, encore plus qu'avant, on demande, nous, d'avoir des contreparties qui sont les grands groupes mondiaux, avec des fonds propres très, très conséquents. Et en plus, en ce moment, dans les deals, on négocie avec le vendeur de sécuriser pendant la période qui risque d'être encore un peu compliquée d'un point de vue exploitation hôtelière. Et même si on est en bail fixe, en loyer fixe, on demande cette sécurisation de la part des vendeurs. D'accord. Écoute, merci. Ça fait déjà 1h07 qu'on est en webinaire. On s'était donné 1 heure, donc on est à peu près dans les temps. Nico, tu veux rajouter quelque chose, une dernière question ou c'est bon ? Non, c'était très clair. Donc il y a une vraie opportunité. T'as le micro coupé. Non, c'est pas. Il y a une vraie opportunité à saisir puisque Atrium va être capable de réaliser des bons deals dans les mois qui viennent avec des reports de loyer qui peuvent gonfler finalement le rendement sur 2021. Donc c'est clair. Après, bien sûr, il y a l'indicateur clé, est-ce que le tourisme va vraiment repartir ou pas ? Est-ce que cette crise sanitaire est bien sur la fin et pas encore nous révéler des mauvaises nouvelles ? Mais en attendant, sur un scénario qui a l'air de se dessiner, il y a des belles opportunités à saisir. Grégory, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Et puis, bon courage pour la reprise. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.